Bienvenue à LASAR, pas la salle, le balado. Épisode 1, la sécurité incendie et sécurité civile. Puisque c'est le premier épisode, je me permets de mettre la table. On a créé ce balado dans le but d'approfondir certains sujets en lien avec la gestion d'une petite ville du nord-ouest du Québec. Une petite ville qu'on appelle LASAR et que les gens mélangent toujours avec La Salle. Je sais pas, peut-être que les gens de La Salle vivent la même chose, mais j'en doute. Je me nomme François Grenier et je vous amène avec moi à découvrir le monde municipal d'un autre angle. Dans cet épisode, j'ai voulu en savoir plus sur la sécurité incendie et la sécurité civile. Pour vous mettre en contexte, le printemps 2023 a été éprouvant dans notre coin de pays. Un printemps exceptionnellement chaud et très peu, voire pas de précipitations. Les conditions idéales pour les feux de forêt. Vous connaissez la suite? Évacuation de municipalités, fermeture de routes, les pompiers débordés, la SOPFEU qui débarque. On a même eu l'armée en renfort. Donc, puisque cet épisode est diffusé au début mai, le sujet s'imposait de lui-même. J'ai rencontré Luc Goudreau, directeur de la prévention des incendies et de la sécurité civile, afin d'en discuter avec lui. Luc Goudreau, embauché aux travaux publics en juin 2002. En juin, ça va faire 22 ans que tu es à l'emploi de la ville de LASAR. C'est quand même notable. Pompier à temps partiel depuis novembre 2003. Exactement. Exactement 10 ans plus tard, directeur de la prévention des incendies et de la sécurité civile en novembre 2013. Fait qu'au mois près, 10 ans plus tard, tu es devenu directeur. On va le dire aux gens qui nous voient pas, là, t'es pas un vieux directeur de la... Non, en fait, j'étais un des jeunes directeurs, là, embauché à l'âge de 30 ans comme directeur d'un service incendie. C'est quand même jeune, mais ça fait quand même un bout que j'étais à la ville, là, donc je connais bien tous les départements, là. Cet épisode-ci, dans le fond, va tourner autour de la sécurité civile. On comprend un petit peu le contexte aussi des changements climatiques. On n'a plus les mêmes situations, on n'a plus les mêmes débuts d'été qu'on avait avant. Mais premièrement, quand on parle de sécurité civile, qu'est-ce que ça représente? En fait, notre département étant le service de sécurité incendie, donc ça, tout le monde le sait, les pompiers, on éteint des feux, mais on a plein d'autres petites tâches. Mais il y a la sécurité civile qui est un petit volet important qui s'est rajouté, vous l'avez peut-être... 6 ans à notre département. En fait, la sécurité civile, c'est la gestion de tout ce qui est situation d'exception. Quand on parle de situation d'exception, c'est surtout, on va dire, toute situation qui peut arriver, qu'on parle de tempête hivernale, qu'on parle de pluie forte, de coupure de courant, qui va être différente de notre quotidien. À un certain degré. Puis on va mobiliser des gens à un certain degré selon ce qu'on a besoin pour y faire face. Donc, tout ce qui est situation qui sort de l'ordinaire, qu'on n'est pas préparé à faire face. C'est un peu ça la responsabilité de la sécurité civile. Donc, c'est d'avoir des mécanismes prêts qui font en sorte qu'on va aider la population. La population a un rôle à jouer, mais on a un gros rôle à jouer pour les préparer, pour nous être prêts. Puis le but, c'est de faire face à ces situations-là pour que les gens... en fait, on dit s'en rendre pas compte, mais ça a des impacts, mais être capable de mettre notre population en sécurité. En gros, c'est ça la sécurité civile. Sans l'inquiéter, je comprends, dans le fond. Sans l'inquiéter, mais c'est sûr que quand on parle d'une grosse situation d'exception, il va y avoir de l'inquiétude qu'on va justement travailler à gérer, qu'on va travailler à diminuer en leur mettant un confort minimal qu'on est capable de mettre, mais en les mettant en sécurité. Tu peux pas te préparer individuellement à chaque situation d'exception. Fait que, dans le fond, tu mets des protocoles en place, des balises en place pour être capable de faire face un petit peu à toute éventualité. J'imagine que le contexte est différent, mettons, dans régions éloignées qu'en grand centre. C'est sûr qu'en partant, on va prendre ici à LASAR. Si on évacuerait demain matin LASAR, les places où on peut envoyer notre population, c'est plus loin que si on serait dans des grands centres. On est capable d'aller plus proche, tout ça. Mais... ces plans-là sont mis en place déjà. Les ententes sont déjà écrites pour envoyer des gens, où on va les envoyer, comment on va le faire. La sécurité civile, au départ, c'est un global. On met une structure en place qui va nous permettre de faire face à ces situations-là, avec des gens qui sont professionnels dans leur domaine. On va aussi chercher des partenaires. Donc, on va parler de la santé, la Sûreté du Québec, la SOPFEU, ça pourrait être l'environnement, dépendamment de c'est quoi la situation. Mais en plus de ça, on connaît un peu nos risques. On a fait une étude de risque chez nous. On connaît les risques les plus probables. Alors, on se prépare en faisant des plans particuliers d'intervention qui viennent nous baliser un peu qu'est-ce qu'on aura à faire si cette situation-là arrive. Il n'y a aucune situation qui est pareille, mais la base reste la même.
Ce que je comprends, c'est que tu deviens un petit peu un genre de coordonnateur de services d'urgence aussi Ouais. pour ta municipalité. Parce que dans le fond, tu sais, la police, c'est déjà un organe de situation d'urgence, la SOPFEU que tu as nommé tantôt. Fait que toi, dans le fond, tu te retrouves à coordonner tous ces gens-là. Tu sais, c'est quoi ton rôle là-dedans, mettons, lors d'une situation d'urgence? Est-ce que tu as préséance sur la police, sur la SOPFEU? Est-ce que c'est toi qui es maître de ton territoire? En fait, la sécurité civile, là, c'est le rôle de la municipalité. Donc, ça appartient aux municipalités d'être prêtes à faire face à ça et de coordonner ça. Mon rôle comme directeur de la sécurité incendie, de la sécurité civile, c'est d'être le coordonnateur des mesures d'urgence. Je ne peux pas être là à 100% du temps. Il y a des gens qui sont mis en place si je ne suis pas présent. Mais comme coordonnateur, mon rôle, c'est justement d'avoir une vigie puis de soutenir les gens qui sont terrain. Si on parle d'incendie de forêt, par exemple, qu'on a eu l'été passé, ben c'est la SOPFEU qui va gérer leur situation parce que c'est un incendie de forêt. Par contre, tout ce qui va se faire pour notre population, si on parle d'évacuation, fournir des repas, ça prend des ressources supplémentaires, ben, ça, c'est nous qui va le faire. Mais c'est pas nous qui va le faire physiquement sur le terrain. Au centre de coordination municipale en sécurité civile, mon rôle, moi, c'est de coordonner les gens qui vont sortir les communications. Donc, on veut cette communication-là, on veut faire des points de presse, qui vont sortir l'aide aux personnes. Ben, est-ce que tu es prête à recevoir les gens? Où on les envoie? Qu'est-ce qu'on ouvre? Qu'est-ce qu'ils ont besoin? Faire les liens avec la Croix-Rouge. Donc, il y a des gens qui font ça. M'assurer que chacune des missions comme ça soit prête à aider le terrain. Le terrain va faire des demandes, nous, on les soutient. J'imagine que l'équipe de la ville reçoit des formations là-dessus pour être fin prêt. Parce que, tu sais, toi, on comprend que tu as une mentalité de situation d'urgence. Tu sais, pour les gens qui te connaissent un peu, tu vois venir les coups d'avance, tu sais, tu es préparé, mais tu sais, la ville, c'est plein de gens. C'est plein de gens que des fois qui ont leurs différentes sensibilités vis-à-vis d'une situation. Fait que, tu sais, comment tu prépares ton équipe à tout ça? Qui sont pas pompiers, mettons, l'équipe qui n'est pas d'urgence. Ben, en fait, ça a été quand même un long processus là, à la ville. On a commencé là, très tôt, en 2018, la première fois où on a impliqué les gens dans ça, puis qu'on a mis à jour notre plan, dire, bon, on le rouvre, et là, on met les personnes en place. On a passé par plusieurs processus. On a commencé par mettre des gens qui, d'emblée, ça devrait être cette personne-là par son titre ou par son poste à la Ville de la Sarre. Et on s'est rendu compte rapidement que quand on les mettait en situation, quand on faisait des mises en situation, que ces gens-là, soit le stress que ça pouvait amener ou l'urgence d'agir, n'étaient pas à l'aise. Puis en fait, c'est très important d'être à l'aise parce que tu veux soutenir les gens. Donc, si tu n'es pas à l'aise, tu ne seras pas capable de le faire de bonne façon. Donc là, on a fait un organigramme qu'on met à jour régulièrement. Et les gens qui sont dessus, cet organigramme-là, qui vont être responsables de certaines tâches, c'est des gens qui sont à l'aise, qui sont employés de la ville. On a même des partenaires externes dans d'autres municipalités qui peuvent venir nous soutenir dans notre organisation. Et pour les tenir préparés, on organise une formation par année. Que ce soit introduction en sécurité civile, centre de coordination municipale, centre de coordination sur le site. Donc, il y a un paquet de formations qui existent. On fait affaire avec une firme privée. On a aussi le ministère de la Sécurité publique, volet sécurité civile, qui nous aide beaucoup. Donc, on s'assure que les gens soient minimalement une formation par année. Puis, dans les dernières années, c'était plus difficile, mais on essaie de faire un exercice de table où on s'assoit et on mobilise pour vrai nos gens. Et on les met en situation avec des situations qui sont même extrêmes, où on va chercher le maximum parce qu'on met des intrants, où c'est très, très difficile de maintenir et de le faire, pour voir que s'il y aurait une vraie situation, bien, ça va un petit peu moins vite et on est capable de livrer la marchandise. Donc, on fait des exercices réguliers. Se rapprocher le plus d'une vraie situation. Là, c'est ça, en ayant des intrants qui rentrent par la même personne. Donc, c'est sûr que c'est pas une situation réelle, mais on est capable d'amener des points qui sont quand même bien. On veut aussi là, relancer beaucoup, mettre des temps où ce que les gens qui sont responsables de mission travailleront là-dessus annuellement. Donc, faire leur mise à jour. Donc, on va en mettre l'importance comme ça. C'est quelque chose qu'on veut développer dans la prochaine année. Et des exercices de table, on en faisait tout le temps un quand même majeur, où on prenait la journée, on mobilisait tout. Là, on veut faire des petites mises en situation rapides. Lorsqu'on a une rencontre, que tout le monde est là, regarde, à la fin de la rencontre, on se garde un point. Puis, regarde, qu'est-ce qu'on fait s'il arrive ça? Bon, concrètement, par mission, qu'est-ce que vous feriez comme tâche pour les maintenir prêts, en fait? Là. Mettons, monsieur, madame, tout le monde, qu'est-ce qu'ils pourraient faire à la maison? Quelques petits gestes qui pourraient leur permettre d'être prêts à faire face à une éventuelle situation d'urgence? En fait, la Ville de la Sarre, puis en fait, l'ensemble des municipalités en Abitibi-Ouest, on peut le dire, doivent être prêts à une situation d'exception. Donc, on a un plan de sécurité civile, on met en place
beaucoup, beaucoup de choses. Mais le premier responsable de sa propre sécurité et de la sécurité de sa famille, ben c'est le citoyen. On doit minimalement être prêt à faire face à, on va dire, exemple, 4 heures sans électricité à la maison ou une nuit. Même si ça paraît extrême, bien, ça peut arriver. Et pour être prêt, beaucoup de publicités sont faites au niveau de la trousse 72 heures, où on dit qu'on devrait minimalement chez nous être prêt à 72 heures sans service. Là. Il y a une situation qui arrive, je suis chez nous, je suis capable de faire face à 72 heures, donc avoir de l'eau, de l'eau potable. Bris majeur d'aqueduc à la ville de la Sarre, on n'a plus d'eau potable. Est-ce que je suis capable pendant 3 jours d'avoir de l'eau chez moi, de l'eau potable? Est-ce que je suis capable de manger, donc de la nourriture qui est non périssable, que je suis capable de manger en canne? Est-ce que j'ai des vêtements chauds? Est-ce que j'ai pensé à avoir de l'argent sur moi parce que est-ce que la seule moyen de communication que j'ai, c'est mon cellulaire? Quel moyen je peux avoir pour communiquer si j'ai un besoin d'urgence? Donc, c'est de penser à tous ces éléments-là. Puis nous, on veut le publiciser, essayer de mettre de l'avant la ville là, dans le futur, de publiciser qu'est-ce que vous pouvez faire à chaque... Sans dire ça vous prend une trousse 72 heures, je trouve, qui est super bien. Mais par contre, ça ne dit pas grand-chose à la population. Donc, tu sais, des petits... Est-ce que tu as pensé à ça? On veut commencer à publiciser ça. Ça fait partie de nos souhaits, en fait, 2024-2025. La population, est-ce que si je suis évacué de la maison, j'ai un endroit que je pourrais aller chez ma soeur, chez une tante à l'extérieur parce qu'ils me sortent de la ville? Bien, si je fais ça, je suis beaucoup plus confortable, j'ai de la famille que si je vais dans un centre d'hébergement. Je vais être plus à l'aise. Je ne serai pas pris, parce qu'un centre d'hébergement, on fait tout pour que vous soyez bien, mais ça reste un dortoir. Donc, si tu es chez de la famille, beaucoup plus facilitant et beaucoup moins lourd aussi pour la municipalité qui va accueillir parce que on veut répondre à vos besoins pour que vous soyez bien comme si vous étiez chez vous, mais ça demande de l'énergie des gens et ça. Donc, c'est un peu ce que les gens peuvent faire pour se préparer, c'est de penser à ce qui peut venir. Puis, sur le site du ministère de la Sécurité publique, on peut aller chercher des éléments pour être prêt en sécurité civile chez nous. La trousse 72 heures que je vous parle, il y a des éléments là. On va la mettre aussi sur le site Internet éventuellement. Donc, il y a plein de petits gestes qu'on peut poser qui va nous aider comme citoyens. Sans inquiéter les gens, des fois, en se préparant adéquatement, c'est justement, tu as moins un gros choc s'il arrive une situation d'urgence. Puis on comprend, sans vouloir non plus, encore une fois, inquiéter les gens, que c'est possible que ça arrive. Mm-hmm. On l'a vécu l'an passé avec les feux. Ça a, somme toute, été bien maîtrisé, mais on comprend que ça a été tout qu'un choc pour certains gens. Il y en a qui ont dû quitter la maison pendant plusieurs journées, voire... demain matin, il y a une situation, peu importe laquelle. Il y a plusieurs aléas. Oui, les changements climatiques amènent des choses. Il peut se passer plein de choses où on devrait évacuer. Là, on va souvent à l'échelle très grande, où on évacue la ville au complet. Mais ça peut être un quartier, ça peut être une rue, ça peut être un secteur où on sort les gens de chez eux parce qu'il se passe une situation donnée. Pour nous, la Ville de la Sarre, c'est hyper important que quand on va vous accueillir, on vous accueille bien, que vous vous sentez bien, qu'on réponde le plus possible à vos besoins. Mais s'il y a déjà un degré de préparation, sans effectivement alarmer, c'est-à-dire que demain matin, là, on n'est pas plus à risque que toutes les municipalités au Québec. Nos risques ne sont pas si majeurs. On a des risques comme toutes les municipalités. On a des aléas qui peuvent arriver. Une bonne préparation va nous aider à bien y faire face. La Ville, on s'efforce de bien se préparer. Puis si en plus la population est prête, tout va bien se dérouler, là. Si je prends un petit peu l'exemple de l'été 2023 avec les feux de forêt, tu sais, c'est pas nous qui étions impactés par... Ben oui, on était impactés, mais c'est pas nous qui étions en situation d'urgence. Tu sais, on parle que c'est les petites municipalités plus au nord qui étaient en situation d'urgence. Nous, on est venus aider. Tu sais, j'aimerais ça t'entendre un petit peu sur ce rôle-là. Tu sais, exemple, une ville comme Rouen ou Amos serait impactée par une situation d'urgence. Est-ce que nous, on doit venir en aide? Est-ce qu'il y a des protocoles? Est-ce que toi, tu fais partie du protocole, dans le fond, d'urgence, de situation d'urgence des autres municipalités en Abitibi? Bien, en fait, on a un regroupement incendie où on a aussi, avec 14 municipalités en Abitibi-Ouest, on a, par entente, on va les soutenir dans la sécurité incendie, donc dans la gestion de leurs services en sécurité incendie, et on les soutient aussi en sécurité civile. Ça veut dire que ces municipalités-là
sont responsables de leur plan de mesures d'urgence, sont responsables de l'application. Par contre, nous, on va les soutenir. Donc, s'il arriverait une situation d'exception, on va aller les soutenir en coordination s'ils ont besoin. On va vraiment être là pour les appuyer. Les autres municipalités qui ne sont pas dans le regroupement, on va les appuyer s'il y a quelque chose. C'est différent où on les appuie moins dans, je vais vous dire, l'écriture ou la mise en place de leur plan de sécurité civile, ce qu'on fait avec les autres municipalités, parce qu'on veut standardiser, en fait, la façon de faire. En 2023, à l'été 2023, on a aidé les municipalités, on va dire comme Normétal, comme Val-Paradis, Beaucanton, qui ont dû évacuer, La Reine, qui ont évacué des gens. Ça va toujours rester, ça va toujours se faire. Lorsque les municipalités vont cogner à la porte, on va aider parce que ça pourrait être demain matin la ville de La Sarre qui va aller cogner à des portes. On parlait de Rouyn-Val-d'Or-Amos. Val-d'Or a accueilli des communautés aussi. Rouyn ont accueilli des gens aussi qui ont été évacués. Amos, on l'a fait. Souvent, c'est les grandes villes qui ont plus de ressources faciles pour ouvrir. Par exemple, on a la polyvalente Paulino où on aurait pu ouvrir un centre d'accueil. Bien, on n'a pas ça dans toutes les municipalités en Abitibi-Ouest, une place où on peut accueillir les gens comme ça. Donc, d'emblée, c'est correct, c'est normal. Ce qu'on veut axer, c'est beaucoup sur la préparation. On l'a fait, on n'était pas impacté par la situation d'exception. Par contre, il fallait aider. Donc, pour nous, on a dit que c'était une situation idéale où ça nous a permis de mettre en place notre plan puis de voir c'était quoi ses lacunes, c'était quoi qu'on devait améliorer, qu'est-ce qui était les bons coups, les moins bons coups. Fait que c'était une belle situation où ça nous a permis ça, mais on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses à travailler, qu'on a déjà travaillé. Les municipalités voisines vont toujours pouvoir cogner à la porte, on va les aider. Je pense que c'est important. C'est ce qui a fait la force, en fait. C'est la force de l'Abitibi-Ouest, c'est qu'on s'aide. Mais ça demande beaucoup d'efforts. C'est pour ça qu'on va essayer que tout soit standard et qu'on se suive ensemble. Luc, si quelqu'un voudrait s'impliquer, tu sais, quelqu'un écoute ce balado-là, puis il se dit hey, ça me parle, les situations d'urgence. Pas que j'aime ça, mais tu sais, je sens que j'ai le bagou pour aider. Je pense que j'ai une personnalité qui peut cadrer là-dedans. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Est-ce qu'ils peuvent joindre votre équipe? Est-ce que. Ben, tu sais, au niveau de la sécurité incendie, là, on a des besoins partout dans nos municipalités. Donc, c'est d'aller cogner à la porte de vos municipalités, de dire que vous avez de l'intérêt. Oui, il y a de la formation, il y a des choses, mais c'est un super beau monde. La sécurité incendie est intimement liée avec la sécurité civile. Ça va de soi, on est appelé sur toutes ces situations-là. Donc, c'est un super beau défi. Mais c'est aussi au niveau bénévolat pour la municipalité. La journée qu'il y a une situation d'exception dans votre municipalité, ils vont avoir besoin de bras. On a besoin de bottes sur le terrain. Bien, c'est d'aller donner, en fait, de lever la main et de dire, hey, tu sais, s'il y a quelque chose, là, moi, j'aimerais ça être impliqué. On a besoin de ça partout, ces gens-là. Luc Goudreau, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Pour la suite du balado, je vous amène avec moi à découvrir certains acteurs qui œuvrent à rendre notre ville plus sécuritaire. La rencontre avec Luc nous a appris que le travail d'un pompier, c'est beaucoup plus de prévenir des incendies que de les éteindre. On a d'ailleurs depuis peu un poste de préventionniste dédié à ça. Je me suis déplacé directement à la caserne pour aller rencontrer Nicolas Garneau qui occupe cette fonction. Nicolas Garneau, préventionniste. Bien, préventionniste, là, c'est dans le but d'amener le monde à être le plus sécuritaire possible au niveau de la sécurité incendie. Fait que ça commence avec des analyses de plans. Avec le département d'urbanisme, on travaille en collaboration. Fait qu'eux autres vont faire leur analyse sur leurs normes, leurs réglementations. Par la suite, ils peuvent m'envoyer le plan, puis je vais vérifier au niveau de la sécurité incendie. Les détecteurs de chaleur, les détecteurs de fumée, avertisseurs, détecteurs, le système d'alarme incendie. Sont-ils bien positionnés? Est-ce que l'ingénieur ou l'architecte qui est en arrière a vraiment pris le temps de bien penser? Parce que des fois, la sécurité incendie, c'est un coût pour quelque chose qui arrivera probablement pas. On n'espère pas. Fait que des fois, ça passe tout droit. Fait que, tu sais, même une salle mécanique, bien, ça a besoin d'avoir des murs qui ont une résistance au feu plus longue que ton appartement. Donc, tous ces détails-là, fait qu'au début, là, on commence par l'analyse des plans. Par la suite, là, je peux aller faire des visites pendant les chantiers, s'assurer que c'est bien fait, qu'ils suivent les plans. Puis par la suite, là, on a aussi les évaluations, les inspections, je vais dire, des bâtiments. Fait que le préventionniste va faire les risques très élevés et moyens de la municipalité. Les risques faibles, ce qui est la maison chez vous, souvent ce qu'il va y avoir, c'est détecteur de fumée. Est-ce qu'il est actif? Est-ce qu'il est encore à jour? La pilote a été changée? Est-ce qu'il est bien installé? Selon l'année de construction, ben, ça, on va laisser ça plus aux pompiers. Je vais les chapeauter.
On va m'assurer, bien, cette année, on fait tel secteur. Nous autres, il faut faire la ville en 7 ans. Fait qu'on sépare la ville en 7 secteurs. Puis comme ça, je vais départir les pompiers qui veulent en faire pour pouvoir passer au travers de la ville. Par la suite, là, moi, je vais faire les inspections, comme je disais tantôt, des risques très élevés puis moyens. Donc, les usines, les commerces, tout ce qui n'est pas résidentiel ou les gros blocs appartements pour la partie commune. S'assurer que les issues de secours sont bien dégagées. Il n'y a pas une pile de boîtes et de cochonneries dans la sortie qui ferait que le monde sortirait par-dessus un incendie. Que les systèmes d'alarme sont conformes, que tout est conforme au niveau de la sécurité incendie. Moi, je m'appuie sur le Code de construction du Québec puis le Code de sécurité incendie. Fait que ça, il faut que ça soit adopté au niveau de la municipalité. Fait que ça s'en vient dans notre nouveau règlement. Fait que ça va être adopté. Fait que comme ça, on va pouvoir, au lieu de donner des recommandations, on va pouvoir vraiment le faire appliquer, l'obliger. OK, si je comprends bien, dans le fond, vous êtes encore au stade de recommander ces choses-là. Avant, j'imagine, ça se faisait pas dans le coin. Avant, non, c'est ça. Avant, il n'y avait pas de préventionniste. Il y avait la MRC qui le faisait pour toute l'Abitibi-Ouest. Donc, ils ont tout le temps eu un préventionniste. Il y a eu des périodes mortes. C'est sûr que pour toute l'Abitibi-Ouest, c'est un gros contrat pour un seul préventionniste. Fait qu'il faisait ce qu'il pouvait. Maintenant, là, on travaille en ce moment en collaboration avec le préventionniste de la MRC aussi. On est 2 à travailler sur le secteur. Fait que ça fait qu'on peut voir 2 fois plus de bâtiments. Mais oui, pour l'instant, on est encore dans des recommandations. Fait qu'on essaie de faire comprendre à la personne que c'est quand même important de laisser ses sorties de secours dégagées, d'avoir son système à jour, d'avoir des instincteurs qui ont été inspectés annuellement. Fait que c'est encore dans aider le monde à comprendre l'importance de ça. Mais quand le règlement va être appliqué, va être adopté au niveau du conseil, mais là, on va pouvoir vraiment là, exiger jusqu'à aller donner un constat d'infraction. Je me demandais, tu sais, aussi, avant d'être préventionniste, tu es tout d'abord un pompier. J'aimerais que tu me parles un petit peu de ça. Ben, moi, ça fait longtemps que j'ai le désir, là. Moi, intrinsèquement, là, je suis quelqu'un qui aime aider. Fait que moi, j'ai un cours de paramédic. J'ai un cours d'éducateur spécialisé aussi. Fait que j'ai tout le temps été dans le domaine de l'entraide envers les autres. Ça fait longtemps que la vie de pompier, là, le travail de pompier m'intéresse. La gang, comme la famille. Fait que ça m'intéressait beaucoup. Avec les 3 enfants, moi j'ai 3 filles, fait que j'ai décidé d'attendre, de repousser un peu ce désir-là, vu la complexité, vu que c'est des pompiers à temps partiel ici. Donc on est chez nous, on attend, on fait nos occupations, notre travail. Puis quand il y a un appel qui rentre, bien là, on quitte, on s'en va sur l'incendie. Fait que c'est sûr qu'avec des jeunes enfants, c'était plus compliqué. C'est pour ça que j'ai décidé d'attendre. Puis je suis rentré, là, il y a eu un recrutement il y a quelques années. Au niveau du service incendie, j'ai donné mon nom, j'ai passé les entrevues puis tous les tests, puis j'ai commencé. Fait que ça fait à peu près 4 ans que je suis pompier au niveau de la ville. Je pense que j'ai vraiment trouvé ma place maintenant, ouais. Nicolas, merci beaucoup. Ça fait plaisir, merci à toi. Dans une caserne, du moins la nôtre, tout est ordonné, propre et prêt à servir. Toutes les tâches sont effectuées par les pompiers. Ça fait partie de l'esprit de corps d'une brigade. Pour en savoir plus, j'ai rencontré Sylvain Poirier, qui est le seul pompier à temps plein de la ville de La Sarre. Sylvain Poirier, pompier à temps plein depuis 4 ans, bientôt 5. Pompier à temps partiel, 37 ans. La job, grosso modo, c'est de l'entretien. Tout ce qui est période hivernale du début de l'hiver à aller jusqu'au printemps, c'est de l'entretien, de la machinerie, des camions. Des pompes, tout ce qui est pompes portatives, tout ce qui est outils, chainsaw, etc. À part tout ça, mais c'est tous les lavages d'équipement, tous les lavages des bunkers, des habits de combat. Il faut que je les envoie tester annuellement. Là, j'ai parti de 30 habits de combat. On a monté à 120 habits de combat. Fait que les 120 habits de combat, j'ai à les envoyer aussi cette année. C'est l'entretien de tout ça. Tout ce qui est utilisé par les pompiers, c'est toi qui en fais l'entretien? Exactement. Tout l'entretien au complet, même les pompes de camion aussi, là, au printemps. Ça, j'imagine que tu as besoin d'avoir des formations spéciales pour faire ça? Pas vraiment. C'est de quoi que je fais depuis des années. C'est de quoi que je faisais jadis, je le faisais par les soirs.
Le poste temps plein m'a amené à plus avoir besoin de travailler, d'avoir une deuxième job le soir pour être capable de... Tout se fait le jour, en fin de compte. Tout se fait sur mes heures de travail normales. Toute la partie d'entretien, on l'a créé mois par mois, puis on a travaillé tout ça de même. C'est la façon qu'on a starté ça. Mais c'est tout l'ouvrage qui se faisait, il y a quelques années, qui se faisait les soirs et les week-ends et à temps partiel. Puis toi, t'es comme aux premières loges de voir tous ces changements-là. Dans le fond, tu étais pompier à temps partiel qui s'occupait les soirs des camions. Ça a grossi, tu as réussi à avoir un poste là-dessus. Là, finalement, ça a grossi encore. Tu réussis comme à transférer un peu ton savoir à d'autres gens qui vont le faire ailleurs dans d'autres casernes. Fait que j'imagine que c'est quand même... C'est valorisant. C'est une job que j'adorais avant. Puis c'est encore pareil. J'en mange encore autant. Puis tu parles de formation. Mais j'ai aussi, on est 3 formateurs en Abitibi-Ouest, dont Luc, moi, puis Sylvain Rochette, qui font de la formation aussi. Qui vont donner la formation pompier 1, puis moi, en plus, j'ai opérateur de pompe. Que on starte une nouvelle cohorte là, à partir de cette année. Puis suite à ça, là, je fais des visites de prévention aussi. Mais toutes les visites de prévention de juin, aller jusqu'à septembre, même octobre, quand le temps nous le permet. Je fais des visites à domicile. Les visites de prévention, Nicolas nous a parlé de ça un petit peu plus tôt. C'est quand il vous envoie sur le terrain, vous assurez par secteur d'avoir que les gens ont... Détecteur de fumée, extincteur, peu importe. Là. Mais moi, tous les risques faibles, j'ai à les faire. Tous les risques moyens, élevés, très élevés, c'est Nicolas, le temps plein préventionniste qui va les faire. Un risque faible, c'est tout ce qui est 4 logements et moins. Fait qu'une maison unifamiliale, résidentielle, tout ce qui est résidentiel, 4 logements et moins. Tout ce qui est en haut de ça, c'est Nicolas. Là, ça rend des risques moyens. Mais c'est ça. J'ai entre 300 et 350 visites à faire annuellement. Puis présentement, là, ce qu'on vit, c'est que le regroupement va m'amener cette année à ne pas faire des visites de prévention. Cette année, on va se concentrer à la mise en place un peu de tout ce que j'ai fait ici depuis 4 ans. On fait cette même mise en place-là partout ailleurs. Fait qu'on a été chercher 6 autres services. Fait que c'est 6 services que j'ai à faire le même job que je fais ici. Puis Sylvain, avant d'être un pompier à temps plein, tu étais un pompier tout court. Qu'est-ce qui fait que tu me disais combien d'années? 37 ans. 37 ans? Qu'est-ce qui fait que 37 ans plus tard, tu as encore des étoiles dans les yeux? Je sais pas. C'est le goût de l'aventure, le goût du risque un peu. La gang aussi, c'est sûr que tant que la gang est le fun à travailler, c'est une belle chimie. C'est une chimie d'équipe. C'est un travail d'équipe. Ça a toujours été ça. Ça a toujours été l'équipe en premier. Puis, je sais pas, c'est une passion. Tout simplement, c'est passionnant au bout. Puis même encore à cette heure, je me lève le matin, j'ai encore autant le fun de venir travailler que quand j'étais plus jeune. Bien, ça paraît. Merci beaucoup, Sylvain. Bien, merci bien. À la prochaine. À la prochaine. Avant de partir, j'ai rencontré Rosie Fortin, une de nos 2 pompières à la caserne. Une femme de petite stature, mais avec la passion dans le regard. Elle a accepté de me rencontrer pour me parler de son travail. Rosie Fortin, pompière à temps partiel à la SAR, à l'alimentation. Dans le fond, le pompier à l'alimentation va s'assurer qu'il va avoir une alimentation en eau, là, que ce soit en rivière là, avec les pompes et les suctions ou que ce soit au niveau de la bombe fontaine ou autre. OK, si je comprends bien, quand il n'y a pas de borne fontaine, c'est toi qui dois aller comme puiser l'eau dans un cours d'eau, s'assurer qu'il y a un bon débit. Ça doit être quand même complexe en hiver. Ben, c'est sûr que ça dépend. Nous autres, on est chanceux, on a une belle hiver froide. Donc, quand on doit faire de l'alimentation en rivière ou quoi que ce soit, ben ça devient un petit peu plus complexe. Il faut mettre, supposons, la pompe dans un traîneau, là, puis aller sur le lac, là, faire un trou à l'intérieur, descendre une succion, puis aspirer de l'eau de là. OK, un peu comme de la pêche sur la glace. Tu vois, c'est exactement le même principe, c'est juste que c'est ça, on fait un trou avec un intérieur à glace comme la pêche à glace, mais on met une succion au lieu de pêcher. C'est à peu près ça. Ça t'est-tu déjà arrivé d'avoir à le faire? Je l'ai fait en pratique, mais dans une vraie intervention, ça m'est pas arrivé encore. Je l'ai pas vécu encore. Ça a passé proche une fois,
Mais on a été correct. Sinon, c'est vraiment plus des feux de ville là, où on a vraiment fait de l'alimentation au niveau des bornes fontaines. Là. L'autopompe, il vient se remplir là, directement à la borne fontaine. Là. À ce moment-là, nous autres, on connecte la pompe, puis on rouvre la valve, on ferme la valve là, pour remplir le camion. Puis lui, il se déplace là, pour aller directement sur l'incendie, dépendamment si on est loin. Puis si on est assez proche, des fois, on peut juste raccorder là, l'autopompe avec un tuyau de 5 pouces. Là. Des fois, on a besoin d'avoir plusieurs mètres, là, mais en général, c'est pas mal ça. Qu'est-ce que tu as eu à faire comme formation pour pouvoir faire ça? J'ai fait mon pompier 1. Ça a été, je pense que ça a été vraiment rapide pour nous, ma cohorte, là, quand on a été embauchés. Donc, c'était un peu de formation et je pourrais pas te dire c'est combien d'heures, par exemple. Mais c'est ça, on fait de la formation. C'est accrédité par l'École nationale des pompiers. Puis ensuite de ça, on va passer notre examen là, à Rouyn-Noranda, qui est un examen qui est pratique. Puis on a aussi des examens qui sont théoriques. Toi, qu'est-ce qui t'attire dans le métier de pompier? Moi, j'ai pas une histoire vraiment enchanteresse par rapport à ça. Le métier de pompier m'attirait quand j'ai vieilli un petit peu, là, quand j'ai eu les 17-18 ans, je me suis dit, crème, que ça doit être trillant, mettons. Là, ça doit être un beau métier pareil. Là, j'aimerais ça l'essayer. Mais quand t'es jeune, t'es comme, je sais pas, là, j'ai pas vraiment envie de me faire réveiller la nuit ou il faudrait que je me déplace tout le temps. Ça me permet peut-être pas vraiment de le faire. En même temps, vu que j'ai pas une grosse shape non plus, là, j'ai quand même un 130 livres, là, mettons. Là. C'est pas gros là, pour traîner l'équipement de pompier. Là. Un coup tout habillé, c'est 100 livres. Là. Donc, j'étais comme, est-ce que j'ai vraiment la forme physique pour le faire? Fait que je me suis mis beaucoup de barrières comme ça. Puis, en 2018, il y a eu un incendie, un gros incendie de maison. Puis, j'ai 4 membres de ma famille qui sont péris dans cet incendie-là. Puis, à partir de ce moment-là, j'ai vraiment voulu... je pense que c'était pour moi... Je pense que ce que je voudrais, c'est faire vraiment une différence pour les autres. Puis, c'est à partir de ce moment-là que j'ai dit, je veux être pompière, je veux faire une différence pour quelqu'un d'autre. Je voudrais pas que quelqu'un d'autre ait à vivre ça. Puis je pense que ça passe beaucoup par la prévention. Donc, c'est ce qui a fait vraiment que je me suis donné le coup de pied qui manquait. Tu sais, avant que cet événement-là arrive, mettons, j'aurais pas pensé peut-être que j'aurais la forme physique, comme je disais avant, ou que, tu sais, je me mettais beaucoup de barrières par rapport à ça, mais on dirait que depuis que je suis dans le bain, là, je suis comme, il n'y a rien d'impossible, là. Je peux y aller, go for it, là. J'aimerais que tu m'expliques comment que ça se passe pour une femme pompière dans un monde qui est encore majoritairement masculin. Je te dirais que moi, je me sens... à la caserne, là, je me sens comme chez moi. Je me sens vraiment chez moi. Les gars sont vraiment géniaux, sont très recevants. Puis, tu sais, c'est comme une grosse famille. Là. On dit souvent on écœure ceux qu'on aime. Là. Ben, ici, il y a beaucoup d'amour. Fait que non, j'adore l'équipe. Puis, je suis très bien ici. Puis, il n'y a pas de... Il n'y a pas de sexisme, il n'y a rien de tout ça là, que je ressens, en tout cas. Là. Pas pour ma part. Là. Est-ce que tu as le souhait qu'il y ait plus de femmes dans les brigades de pompiers? Puis qu'est-ce que tu dirais à une fille de 17-18 ans qui, comme toi, là, hésite à savoir si elle a les compétences pour faire le travail? Bien, moi, je dirais que je pense qu'il faut se donner la chance de l'essayer, vraiment. Parce que moi, j'aurais pu ne pas aimer ça, là. J'aurais pu, malgré toute la motivation que j'ai de devenir pompière, j'aurais pu juste ne pas aimer la job qu'on fait ici, là. Mais non, je suis tombée en amour avec le travail. Puis, si j'aurais la chance de le faire à temps plein, je le ferais, là. C'est un métier que j'apprécie énormément. Puis, c'est gratifiant aussi de savoir que j'ai un appel. C'était quoi les chances? OK, attends un peu. C'est une vraie alerte incendie? Oui, un incendie de structure. Faut que tu y ailles? Oui. Parfait. Merci beaucoup, Rosie. Mais écoute, avant de terminer, là, pour vrai, là, j'ai vraiment tu m'as parlé là, s'il y aurait d'autres femmes. Là, ben oui, j'adorerais ça avoir une équipe de femmes. Là, puis, tu sais, comment on dit, vraiment une team féminine qu'on pourrait être toutes ensemble puis dire, OK, ben, tu sais, on vous torche, les gars, pareil. Là. Je te le souhaite. C'est mon souhait. Je te le souhaite de tout mon cœur. Merci, Rosie. De rien. C'est tout pour le premier épisode de La Sarre, pas la salle, le balado. Si vous avez des questions, suggestions ou commentaires, vous pouvez communiquer avec nous au info@ville.lasarre.qc.ca. Merci et à la prochaine.